Bonjour à tous, ici le lieutenant-commandeur Guy Gentil et j'ai une transmission de la plus haute importance à vous communiquer. 7 signals appeared across the galaxy. With it, perhaps any chance of a relationship with my brother Spock. That ship is Vulcan. My ship is Ceres. Spock is connected to them. What did he see in them that I can't? You are the Federation's puppet. Bonjour à tous, bienvenue sur la passerelle de ma chaîne YouTube pour parler de la saison 2 de Star Trek Discovery. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 3 en compagnie de Romain Brami. Like a failure to reach him at a time when he might need me most. I am sorry for what I did. I will find him. Je reçois Romain Brami, qui fut un des rédacteurs, assistants de rédaction du magazine Épisode créé par Alain Carazé au début des années 2000 et qui fait aussi bien d'autres choses. Donc bonsoir Romain. Salut tout le monde. Me présenter, je crois que tu veux savoir notre rapport à Star Trek, c'est ça Tout d'abord, là, je sais que tu as une chaîne YouTube concernant les jeux vidéo, si j'ai bien compris. Actuellement, en fait, je continue de... Bon, malheureusement, je suis pas resté journaliste, j'ai développé d'autres activités à côté, mais je continue d'écrire sur un blog qui s'appelle Ciné Bloggywood, où on est plusieurs passionnés de cinéma. Voilà, on est une dizaine de passionnés de cinéma à écrire sur le cinéma, donc je vous invite à aller sur ce blog, c'est vraiment ultra cool. Et parallèlement, moi j'ai lancé également une chaîne YouTube, alors ça n'a rien à voir avec enfin un petit peu à voir avec Star Trek peut-être, mais rien avec les séries télé, où je modifie et je répare des consoles de jeux vidéo, en particulier des consoles anciennes, type NES, Famicom, Nintendo 64, Super Nintendo. Et voilà, j'ai cette chaîne sur YouTube sur laquelle je m'amuse énormément. Je m'approche des 1000 abonnés, donc c'est une toute petite chaîne, hein, mais je suis très content de la faire. Ouais, j'ai vu que tu avais quand même pas mal de vues. Et aussi, surtout, petite anecdote, tu te maries donc demain, si j'ai bien compris. Ouais, je me marie demain. Alors, c'est un peu bizarre de faire un live sur Star Trek à 23h quand on se marie le lendemain. Mais je pense que tous les fans de Star Trek qui nous regardent savent que Star Trek, la vie privée, c'est toujours en dessous. C'est ça. Donc ouais, est-ce que tu peux te présenter par exemple ton premier contact par rapport à Star Trek? Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans cet univers? Alors en fait, moi j'ai grandi dans un monde, donc on a à peu près le même âge toi et moi, donc on est des enfants des années 80 on va dire, et j'ai grandi dans un monde où on n'avait pas énormément de Star Trek, hein, tu dois t'en souvenir quand on était petit et jeune adolescent. Du coup moi j'ai commencé à m'intéresser à Star Wars d'abord, alors comme beaucoup de gens de notre âge, moi j'ai regardé Star Wars quasiment au tout début, hein, quand j'étais bébé quoi, puisque voilà ça commençait à passer à la télé, les VHS, les machins, les trucs, mais en fait j'ai vraiment redécouvert Star Wars vers je pense 12, 13, 14 ans. Je séchais les cours, j'ai loué les VHS de Star Wars et je suis tombé là-dessus et j'ai été émerveillé. En fait, j'avais déjà vu Star Wars des milliards de fois auparavant, mais je les avais vus comme un gamin regarde Star Wars, c'est-à-dire avec les sabres laser, les Ewoks, Jabba le Hutt et tout. Mais c'était la première fois que je m'intéressais vraiment à Star Wars en tant que scénario, quoi, en tant qu'œuvre de fiction, en tant qu'œuvre de fantasy. Et je suis tombé en amour fou devant Star Wars et je me suis dit mais peut-être que t'aimes pas que Star Wars, t'aimes tout ce qui est autour de l'espace. Donc j'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait à la télé. À l'époque sur Canal Jimmy, ils rediffusaient Cosmos 99 je crois. Il y avait 2-3 séries comme ça de SF et en fait je les ai trouvées assez moyennes toutes pour la plupart. Mais il y avait le vieux Battlestar qui repassait aussi que j'avais trouvé ça assez médiocre et je suis tombé sur un épisode de Star Trek et du vieux Star Trek, hein, puisque Next Generation n'était pas encore diffusé à ce moment-là, et je suis tombé absolument amoureux de cet épisode. Alors c'était déjà très vieux, hein, Star Trek. C'était quel épisode? C'était un épisode, alors je me rappelle plus exactement quel épisode bizarrement, mais c'était un épisode avec les Klingons, je me rappelle. Il n'y a pas tant que ça, il y en a 5-6. Il y en a pas tant que ça. Ouais, faudrait que je suis sûr que je vais. Est-ce que ce serait pas les arbitres du cosmos, parce que c'est un de mes épisodes préférés. Je me rappelle on voyait bien Scotty dans cet épisode. Je sais plus pourquoi, j'avais bloqué sur Scotty à l'époque. Et il s'est passé un truc assez drôle. Alors je suis tombé amoureux de Star Trek, mais encore une fois, on est dans une époque pré-internet. S'il y a des auditeurs plus jeunes qui nous écoutent, ça va leur faire bizarre. Mais à l'époque, quand tu tombais amoureux d'une série, tu ne savais pas combien il y avait d'épisodes, s'il y avait d'autres séries à côté, si c'était encore diffusé, etc., etc. Et par chance absolue,
il y avait un jeu vidéo Star Trek The Next Generation qui sortait à ce moment-là, qui s'appelait Star Trek The Next Generation Final Unity. Je sais pas si tu as connu ce jeu qui est absolument magique, et avec toutes les voix du cast et tout. Et il y avait un magazine de jeux vidéo qui a pas duré très longtemps, mais qui avait fait un article sur ce jeu vidéo et qui avait demandé à un journaliste qui s'appelait Bruno Billon. Je sais pas si tu as connu Bruno Billon, il travaillait aussi à Destination Série et c'était un énorme fan de Star Trek. Et je suis tombé sur cet article où Bruno Billon expliquait tout ce qui s'était passé à Star Trek, toutes les séries qu'il y avait eu, tous les films qu'il y avait eu. Voyager allait être lancé à ce moment-là, Deep Space Nine venait de commencer et Next Generation venait de se terminer, si tu veux. Et après, voilà, petit à petit, j'ai grappillé. Comme toi, hein, j'ai été acheter les VHS chez Virgin qui étaient hors de prix. Voilà. 200 francs, pour moi, 200 francs les 2 épisodes. Et pour moi, le solace, ça a été quand mon père, qui était également un gros fan de télé, a réussi à nous choper un abonnement à la télé anglaise par satellite, donc Sky, si ça parle aux gens. Et sur Sky, Star Trek passait en direct des États-Unis, et Star Trek The Next Generation était diffusé en dailies tous les jours à 18h, en fait, si tu veux. Donc moi, à la fin des cours, quand mes copains allaient fumer des clopes, etc., moi, je courais comme ça, parce qu'à 18h, il fallait que je sois rentré à la maison pour regarder Star Trek, en fait. Something out there that intervenes before all is lost. Do you like being back in the saddle? Donc l'épisode d'aujourd'hui est le 3e de la saison 2. Bon, je vais le dire tout de suite, hein, comme ça je crève l'abcès. Moi je n'ai pas du tout aimé. Romain Nigita nous avait prévenu dans l'épisode 1. Donc l'histoire, c'est des ennuis dans le monde Klingon nécessitent l'intervention de la section 31, tandis que Michael Burnham essaie de découvrir ce qui est arrivé à Spock avec Amanda, donc sa mère adoptive, donc la mère de Spock, pendant que Tilly essaie de comprendre ce qui lui arrive, parce qu'elle voit des fantômes. Donc comme je le disais, moi l'épisode je l'ai vraiment pas aimé du tout, je l'ai mal encaissé, pour 2 raisons essentielles, peut-être même 3. Tout d'abord, c'est les Klingons. Je n'en peux plus de ces Klingons-là et je trouve leur look absolument horrible, affreux. Ils sont mieux là quand même. T'as pas trouvé quand même qu'ils avaient fait un grand pas en avant? Pas du tout. Alors, c'est pas parce qu'ils ont des cheveux qui sont forcément mieux, parce que si tu regardes bien leur visage, il est encore plus chargé. Par contre, j'ai trouvé que les nouveaux Klingons, faut beaucoup plus Klingons qu'avant. J'ai trouvé quand même que remettre des cheveux aux Klingons, c'est un détail, mais quand même ça ressemble beaucoup plus aux Klingons qu'on a connus. Et je sais pas si tu as remarqué des petits détails, mais ils parlent beaucoup plus vite qu'avant, parce que dans la saison 1, c'était insupportable quand les Klingons parlaient Klingon. Et tu as vu, ils nous ont fait le coup que moi j'aime bien, le coup de commencer à les faire parler Klingon, et ensuite ils te font comprendre qu'ils parlent toujours Klingon, mais toi tu les entends en anglais en fait. Et j'ai trouvé, du coup je les ai trouvés quand même beaucoup moins. Franchement, je pense que si tu envoyais le premier épisode aujourd'hui, tu te dirais mais c'était vraiment 1000 fois pire quoi, pas un peu pire, 1000 fois pire. Pour l'élocution qu'ils ont, je suis désolé, LRL ça va toujours pas, hein. On sent toujours qu'ils ont la masse de maquillage qu'ils ont sur la gueule les empêche de se mouvoir correctement, les empêche de jouer correctement, et si tu les trouves moins insupportables, c'est parce qu'effectivement ils parlent anglais, ils parlent Klingon que pendant même pas 1 minute, donc c'est sûr que c'est mieux par rapport à la saison 1, mais ceci dit, ces têtes démesurées quoi, t'as vu les crânes qu'ils ont, ça va pas du tout. T'as raison sur un point, c'est ce qui a fait la magie de Star Trek, c'était ce maquillage, justement qu'il essaie, enfin le maquillage de Star Trek ça a toujours été exceptionnel, ça laissait passer énormément d'émotions, énormément de choses, et c'est vrai que depuis la saison 1, le maquillage Klingon, alors que là ils ont des masques. On aurait mis un seau sur la tête, c'était pareil. Exactement. Et en plus de ça, je reviens sur ce que je disais de la saison 1, c'est pas parce qu'ils ont rajouté des cheveux que ça a changé quelque chose, mais pour moi ils ont un look parfaitement banal, finalement on dirait les vampires du Nuit en Enfer, on dirait les vampires de Buffy ou n'importe quel monstre de Face-Off, enfin l'émission Face-Off de maquillage là, dont justement il me semble que c'est la personne qui dirige cette émission là et qui est en responsable des maquillages de cette saison 2. Enfin pour moi les Klingons ça va pas du tout. Et t'as apprécié ce foutage de gueule majeur aussi. Ils ont de nouveau des cheveux parce que la guerre est finie, ils se sont refait pousser les cheveux. Sauf que dans le premier épisode, ils avaient pas de cheveux, mais il y avait pas la guerre non plus en fait, si tu veux. C'est vraiment du retcon de bas de gamme au possible quoi. C'est toujours le problème, c'est que finalement ils s'attardent sur des détails superficiels en disant mais c'est ça, on a corrigé le problème, mais non, c'est clairement superficiel. Donc ça c'était le premier point qui est le plus flagrant. Le deuxième c'est la réalisation que j'ai trouvé insupportable. La caméra à l'épaule sans cesse, où jamais la caméra ne se pose, où jamais on a droit à avoir un vrai bon plan fixe.
Et puis toujours, tu sais, quand tu rentres dans un décor, tu as une nouvelle scène, une ouverture, hop, la caméra elle est complètement retournée, hop, ils te font un 180 degrés. C'est souvent inutile et complètement énervant. Par exemple, le pré-générique, et franchement, si t'as pas un haut le cœur, c'est que t'as le cœur vraiment bien accroché, parce que quand ils sont sur la passerelle, ouais, ça donne le tournis, quoi. On n'a vraiment jamais le temps de se poser, de rentrer dans l'espace et donc de suivre les personnages. Et ça, moi, c'est un truc qui m'insupporte et qui vraiment, où j'essaye de reprendre, si tu veux, la grammaire cinématographique des films de J.J. Abrams. Alors, des fois, c'est heureux, mais là, pour moi, c'est clairement malheureux, quoi, parce que le mec, il est vraiment survolté, il a pris de la cocaïne. Et le troisième truc qui m'a vraiment gêné, c'est toujours un peu le même, finalement, c'est Michael Burnham, qui est toujours un peu, finalement, au cœur, même si c'est au forceps des choses, puisque c'est par elle que va arriver la section 31 pour sauver les Klingons, et surtout, c'est elle qui va permettre à Tilly de comprendre quel est son problème, que ce n'est pas un fantôme qu'elle voit, mais une espèce d'entité extraterrestre, tout simplement parce que Tilly n'est pas capable de se dire un fantôme qui ne sait pas ce que c'est que pleurer, c'est étrange, donc ce n'est peut-être pas un fantôme. Il faut que ce soit nécessairement Michael Burnham qui lui fasse la réflexion pour que ça tilte dans sa tête. Alors ça, j'ai trouvé ça tellement gros, tellement énorme, juste pour mettre Michael au centre de cette découverte. Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est Tilly qui elle-même qui aurait pu s'en rendre compte. Et puis ensuite, avec Stamets, le pauvre, qu'on voit très peu finalement, et puis Saru faire quelque chose, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était le gros point faible de l'épisode, la partie... Déjà Tilly, moi je la trouve insupportable, hein, je préfère être franc. Autant je trouve que pas mal de personnages sont mieux écrits cette saison, et j'adore Pike, vraiment, même dans cet épisode où il a 2 scènes, je trouve toujours parfait. Autant Tilly, je la trouve insupportable. Et alors là, le coup de faire monter la sauce sur cet alien, ils en parlent quasiment depuis le premier épisode, je crois, de la saison. Pour au final, le truc, en 2 secondes, c'est réglé, ça n'a servi à rien. Tu sais même pas si, à la fin, il capture l'entité, tu sais même pas s'il va y avoir une suite, finalement. Enfin, je me posais même la question de savoir qu'est-ce qui se passe à la fin avec cette énorme entité qui capture, là, on sait même pas si on la revoit et tout. C'est nullissime, ça c'est nullissime. J'ai trouvé ça bien pire que la sous-histoire des Klingons. Oui, en fait, l'histoire, l'intrigue sur les Klingons en elle-même, bon, j'aime pas trop, mais elle est pas si catastrophique que ça. Moi, ce qui me catastrophe, c'est le look des Klingons et le fait que leur apparence les sorte du canon. Mais ça, on pourra en parler plus tard dans la partie théorie. Mais t'as raison. Ce qui est vraiment mal écrit, c'est ce passage-là, et aussi ça souffre du côté feuilleton, parce que finalement cette intrigue-là aurait mérité d'avoir son propre épisode et être traitée tout du long en un épisode, quoi, d'une manière plus anthologique. Je pense que c'est ça qui devrait faire un peu plus finalement. Après, moi, je suis moins critique que toi sur la partie Klingon, en fait, si tu veux. J'ai trouvé que c'était assez correct. À ma grande surprise d'ailleurs. Voilà, il y a un petit côté, clairement, ils ont voulu mettre un peu de ils ont voulu Game of Thronesiser la série, hein, avec les histoires des clans, des familles, appelez-moi maman, etc., etc. Il manquait que les 2 dragons qui arrivent derrière comme ça pour la sauver. Mais j'ai trouvé bizarrement que la partie Klingon se tenait bien. Voilà, j'ai été moins critique que Romain nous avait tellement vendu l'épisode en nous disant que c'était une catastrophe. Je m'attendais vraiment à bien pire, j'ai trouvé ça pas mal. La seule chose que j'ai trouvé finalement assez bidon, c'est la réapparition de la section 31 qui arrive comme un cheveu sur la soupe à la fin de l'épisode. Et cette histoire maintenant qu'on sait qu'ils veulent faire une série sur Georgiou, etc., le coup qu'ils nous introduisent à la fin son vaisseau, des membres d'équipage. Alors déjà, ils n'ont même pas réussi à nous attacher aux membres d'équipage du Discovery. Ils nous présentent des membres d'équipage d'un vaisseau dont on n'a jamais vu auparavant. Donc, je trouvais ça vraiment bidon. Et voilà, c'est un peu dommage. Cette fin un peu est dommage, mais la partie Klingon, je l'ai trouvée finalement plus excitante que quasiment tout ce qu'ils ont fait sur la première saison. Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais lire quelques commentaires qu'on a sur le chat. Alors donc Marina me dit d'accord, ces plans de caméra retournés sont inutiles, et puis c'est vrai qu'il file un peu la gerbe. Il y a Kyokoko qui dit j'ai été choqué, cet épisode ressemble à un épisode de la saison 1. Bah oui, c'est vrai que par rapport aux 2 précédents qu'on a eu, il y a quand même, on sent la baisse de niveau, quoi. Et je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire qu'au-delà du niveau de l'épisode,
ça ressemble vraiment à un épisode de la saison 1 sur plein de trucs. Par exemple, on avait remarqué dans les 2 premiers épisodes, je pense qu'on avait tous apprécié le fait qu'ils essayent de refocuser un petit peu sur l'équipage, parce que Star Trek pour moi c'est quand même une série d'équipage, ça n'a jamais été une série d'individualité. Et là, bon, t'as vu, hein, l'équipage redisparaît complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé de nouveau. Même Pike s'en sort pas dans cet épisode. On retrouve en effet Burnham est au centre absolument de tout. On retrouve un peu en effet tout ce qui faisait que finalement la saison 1 elle faisait pas tellement Star Trek, et que je trouvais que moi la saison 2 faisait beaucoup plus Star Trek enfin le Star Trek qu'on aime en tout cas, quoi. Et il y a Philippe qui nous dit le triangle amoureux El-Rel, Voq, Burnham c'est une horreur. Je suis complètement d'accord. Et surtout, Sarek et Amanda sont les pires parents de l'univers. Et quelque part, c'est pas faux. Et surtout, je me pose une question. Moi, par exemple, Sarek nous explique qu'en fait, il veut apprendre à Spock l'empathie en adoptant une humaine pour en faire sa sœur. Et puis là, on a Amanda qui nous explique que Sarek ne voulait surtout pas que Spock ait des émotions. Donc à un moment donné, les gars, mettez-vous d'accord sur ce que vous voulez vraiment dire, parce que ça va pas du tout. Et puis, cette histoire aussi avec Amanda qui mène sa petite enquête sur Spock, ouais, j'aime bien Amanda, moi. C'est un personnage qui n'a jamais été développé dans Star Trek, ou quasiment pas, si tu réfléchis bien. Et dans les films d'Abrams, elle meurt en 5 minutes. Et je l'ai trouvée assez attachante, bizarrement. Principalement parce que le personnage en elle-même, et encore une fois, là, ils chargent l'émotion à mort au lieu de servir l'intrigue. Toujours pareil, là, on est vraiment dans de l'émotion pure. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Donc on va dire que c'était un épisode plutôt moyen, voire raté. Pour moi, il est complètement raté. Moi, il est moyen. Moi, je suis sur moyen, toi, t'es sur raté. Comme ça, on fait une. Voilà, comme ça, on va dire c'est moyen raté. Donc ouais, moi je te propose un petit point théorie, parce que finalement, il y a quand même un intérêt dans cet épisode. Par rapport à l'intrigue principale de la saison 2 de l'Ange Rouge, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse bien, j'aime bien faire des théories. Donc moi ce que je pensais c'est que... D'ailleurs c'est un autre défaut de l'épisode, je trouve, c'est que moi aussi j'aime beaucoup cet Ange Rouge. Enfin, je trouve que c'est un bon départ de comment dirais-je, de gimmick scénaristique sur cette saison, et que là ça avance finalement pratiquement pas en fait. Moi, ce que je pense, et ce qui a été partiellement confirmé dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que Spock est au centre d'un paradoxe temporel / univers parallèle, et qui est sans doute en lien avec Michael. Du coup, je pense que l'utilisation du Spore Drive est une grosse erreur de la part de la Fédération, car cela doit foutre la zone quelque part dans le tissu même de la réalité, si je peux dire. Rien que par le fait qu'on puisse voyager dans le multivers avec le Spore Drive. C'est ce que je disais dans l'après-épisode de la semaine dernière. L'Ange Rouge, pour moi, c'est une entité qui aurait été aspirée par une conséquence qui est invisible pour nous, de l'usage du Spore Drive, voire même des expériences de Stamets sur les multivers, ou peut-être même des multiples Stamets, pourquoi pas, et qui aurait tendance à pervertir l'autoroute des champignons, donc la réalité. Et l'astéroïde matière noire comme elle vient du même endroit que ce pont de l'existence de l'Ange Rouge, on dirait que ça souhaite que le Discovery sauve d'autres personnes, comme l'ingénieur médecin du premier épisode, Jacob dans le deuxième, pour un but on ne sait pas encore, qui devrait aider à faire disparaître l'utilisation du Spore Drive. Et sans doute que le spore qui a infecté Tilly fait partie des conséquences dont je parlais plus tôt, et que c'est ça que l'Ange Rouge essaye de corriger. En tout cas, pour moi, je suis bien content de voir qu'il ne s'agit pas de réels fantômes, donc là on part vraiment dans un truc plus scientifique. Et du coup, le parasite de Tilly semble avoir un plan et choisir des personnes comme les signaux et l'Ange Rouge. L'Ange Rouge a choisi Michael, visiblement, via Spock, dans son enfance, suite à l'attaque des Vulcains extrémistes, mais aussi donc Jacob de l'épisode 2, et donc c'est Jet Renaud, je crois, dans l'épisode 1, l'espèce d'ingénieur médecin. Et donc on se demande s'il n'y a pas aussi une histoire, donc, on sent clairement qu'il y a... la notion temporelle est importante, alors peut-être qu'il y aura des voyages dans le temps, quelque part. Là, je sais que Alex Kurtzman évoquait une réécriture du canon, alors peut-être qu'ils vont réécrire la timeline. Ce serait peut-être à prévoir, à envisager. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, moi sur l'Ange Rouge, il y en a un dans ton podcast de la semaine dernière, il y en a un de vous deux qui évoquait l'idée que l'Ange Rouge en fait pourrait être Michael elle-même. Et moi je crois beaucoup à cette idée en fait. Je pense que, je sais pas exactement encore comment, mais je pense qu'on va se rendre compte que l'Ange Rouge c'est un des personnages qu'on connaît depuis toujours, donc peut-être Spock, mais moi je parierais plutôt sur Michael elle-même.
ou Tilly, mais enfin je trouve ça vraiment bidon, et en fait qui voyage dans le temps pour prévenir de quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et ça me fait beaucoup penser, je sais pas si tu as vu sur Netflix, il y a une série en ce moment, il y a une série qui s'appelle The House on Haunted Hill, je crois, quelque chose comme ça, qui est une super série que j'ai adorée. Et en fait, il y a une chute, alors spoiler hein, pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais il y a une chute un peu comme ça, où il y a un fantôme qui revient tout au long de la vie des personnages, et dans le dernier épisode, tu te rends compte que c'était un des personnages lui-même, en fait, si tu veux. Et je sais pas pourquoi, je sens que c'est ce qui va se passer dans cette saison de Star Trek. Alors pourquoi, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle essaye de prévenir ou d'empêcher, je sais pas encore. Mais je sens que ça va être Burnham à la fin ou quelqu'un qu'on connaît et qu'on a toujours connu. Ce qui est clair, c'est que la motivation, c'est qu'il faut arrêter le Spore Drive. Ça, Stamets est clairement identifié par l'entité comme étant l'ennemi. Sans doute parce qu'il a créé donc le Spore Drive et que c'est ça qui fout la merde. C'est vrai qu'il y a ça dans cet épisode, j'avais pas. C'est vrai qu'elle arrête pas de parler du capitaine avec les cheveux blancs, etc. J'avais pas tilté, et c'est vrai que ça fait sens. De toute façon, le Spore Drive, depuis le tout premier épisode, on sait que c'est pas. Faut qu'il trouve un moyen de le retirer du canon, puisque s'il y avait le Spore Drive, Star Trek serait totalement différent. Donc il y aura un truc avec le Spore Drive, forcément. Alors moi j'imaginais, alors il y a plusieurs théories, j'ai lu par exemple quelqu'un imaginait que ce serait plusieurs versions de Spock par exemple, fusionnées en une, qui ferait ça, bon peu importe. Moi j'imaginais plutôt finalement que l'Ange Rouge soit vraiment une entité à part, et que c'est Michael qui impulserait justement ces voyages dans le temps multiples, mais que ce soit pas forcément elle, vraiment, mais tu vois le commanditaire de ces voyages plutôt. Peu importe. Alors du coup une réécriture de la timeline, ce serait possible aussi. Du coup, mais est-ce que ça pourrait justifier l'apparence des Klingons? Moi je le crois pas, hein. Parce que la seule façon pour moi de justifier cette erreur, parce que pour moi c'est clairement une erreur, le look des Klingons, ça serait avec des trucs qui sont vraiment tirés par les cheveux, hein. Ce qui était un peu le cas déjà avec l'explication d'origine dans la série Enterprise, mais ça passait quand même. Par exemple, sur les 24 maisons, finalement, il n'y en aurait qu'un tiers qui sont touchés par le virus de la saison 4 d'Enterprise, et que, honteuse, ces maisons seraient cachées à ce moment-là de l'histoire pour finalement prendre le pouvoir à l'issue de la série de Discovery. Ça, c'est la seule façon de faire qui justifie qu'on voit des Klingons qui ressemblent à des humains dans la série classique censée se passer 9-10 ans plus tard. Alors je trouve que c'est complètement nul, mais c'est la seule explication, hein. Du coup, quand T'Kuvma fait son discours sur la pureté de la race dans le premier épisode, ça serait bizarre que ces maisons ne soient pas citées, par exemple. Elles sont pas... Après, il y a quand même. Bon, déjà, on n'est pas encore sûr qu'ils vont vouloir toucher l'histoire du physique des Klingons dans la série, c'est pas totalement certain. Mais s'ils décident de le toucher, il y a quand même la présence de ce personnage humain maintenant parmi les Klingons. Est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce que qui va faire école, tu veux dire? Ouais, peut-être, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que si la section 31 décide de lâcher un virus bactériologique sur les Klingons et que seul H, il s'appelle H, hein, c'est ça je crois, H. Tyler, seul lui arrive à survivre à cette attaque bactériologique, est-ce que les Klingons ne vont pas devoir se mettre de l'ADN humain? Du coup là on en revient à l'explication de l'Enterprise finalement, et du coup ça sert à rien, tu vois. C'est vrai. Je sais même pas s'ils vont toucher. Franchement, quand tu trouves une excuse aussi bidon que la guerre est finie, ils se sont fait repousser les cheveux pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas de cheveux dans la première saison et pourquoi ils en ont maintenant. Je sais pas s'ils ont vraiment un grand plan sur les Klingons et le physique des Klingons dans la série. Dans ce cas, ça veut dire une seule chose, ce n'est pas canon, ou alors c'est un autre univers, mais qu'ils le disent. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors dans ce cas, c'est que le fait que finalement c'est pas le premier univers, c'en est un troisième qui est différent encore de la Kevin Timeline, et c'est ça le twist qu'on va vous faire avec l'Ange Rouge, c'est nul, tu vois, c'est complètement nul. C'est comme quand les gens avaient deviné des trucs au début de la série Lost et puis que les scénaristes nous disaient non c'est pas ça. Ou encore mieux, encore meilleur exemple, c'est en 2009 quand le premier film de J. Abrams est sorti et que dans le 2 ils nous avaient déjà teasé Khan pendant, je les avais lus sur Unification, je m'en souviens très bien. Et que finalement, quelques années plus tard, quand Into the Darkness commençait à émerger, il nous disait non, c'est pas Khan, vous inquiétez pas, c'est pas Khan du tout, il s'appelle Harrison, le gars, rien à voir. Puis c'est Khan finalement, je veux dire, arrêtez de nous prendre pour des cons, on le sait, assumez, dites-le clairement, et franchement, on s'en portera tous mieux, quoi.
C'est possible. En tout cas, cette semaine, on a eu quelques preuves quand même que Kurtzman a déjà un plan plus ou moins pour le reste de la série, puisqu'il commence à annoncer des réalisateurs pour les short treks qui vont avoir lieu entre la saison 2 et la saison 3. Donc ça veut dire qu'ils arrivent déjà à se projeter scénaristiquement. Je pense que si... T'as vu, ils ont signé Michael Giacchino, qui est le musicien de Star Trek, pour réaliser un épisode de short trek. J'imagine que s'il a signé, c'est qu'il a déjà lu le scénario, donc j'imagine qu'il y a déjà une projection scénaristique sur sur la moitié de saison et la saison 3 en tout cas. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, je disais la semaine dernière, il me semblait avoir lu quelque chose qui disait que la section 31 sortirait après la saison 3 de Discovery. J'ai pas retrouvé cette source, mais bon, ça ferait sens du coup. Alors, du coup, je pense que... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre sur l'épisode ? Non, mais quand même cette fin section 31 en mode teaser de la série de George Hughes que j'ai trouvé un petit peu ridicule, pas très excitant. Voilà, c'est un peu ce spin-off que personne ne veut voir. Je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre. D'ailleurs, ça me fait penser que Tyler n'était pas du tout étonné et puis parfaitement au courant de l'existence de la section 31. Alors que un siècle plus tard, le docteur Bashir, il tombe des nues quand il apprend que ça existe. Et tu vois, et finalement, ça nous ramène à tout ce qui va pas dans l'idée même de préquel, où à force de vouloir, et ça, pas que chez Star Trek, hein, dans tous les univers du monde, à force de vouloir rattacher des wagons dans les préquels, ça devient ridicule. Et en effet, la section 31, quand tu le découvres dans DS9, c'est vraiment censé être ce truc, mais que personne savait, même pas les amiraux de Starfleet, même pas, mais vraiment personne. Et là, finalement, entre Enterprise et Discovery, t'as l'impression que finalement la moitié de l'univers était au courant de la section 31, quoi. Et les humains, les Klingons, tout le monde finalement, quoi. C'est nickel, quoi. Et ça m'insupporte, quoi. Et tu sais, ça me ramène... Moi, j'ai toujours détesté les préquels, mais la première fois qu'on a tous été collectivement confrontés à un préquel, c'est la prélogie de Star Wars, en fait. Et finalement, tout ce qui va mal dans le préquel, c'était déjà présent. Tu sais, quand tu te rends compte que C-3PO a été construit par Dark Vador, par exemple, tu vois, des trucs comme ça, qui n'ont absolument aucun sens, en fait, mais vraiment, ouais, tu peux retourner le truc dans ta tête dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Et tu te dirais, bon, Star Wars, c'était le premier préquel, c'était presque le premier préquel, mais maintenant, on a eu 20 ans de préquels ratés. Tu te dirais, ils vont éviter ce genre de piège, et en fait, non, ça continue, la section 31, le machin, le truc. Ils savent pas, en fait. Le préquel, c'est trop tentant pour les scénaristes. L'erreur est trop tentante, et à chaque fois, ils tombent dedans dans les trucs bidons, voilà, quoi. Et ce n'est qu'un début, hein, ce n'est qu'un début. Il va y en avoir plein d'autres, des trucs comme ça. En tout cas, ouais, je lis sur le chat, notamment Philippe et quelques autres, que effectivement la section 31 dans l'épisode n'a pas convaincu. Mais de toute façon, rassurez-vous, je pense que la section 31 va s'en bouffer quand même pas mal dans la saison 2 de Star Trek Discovery, parce que Michelle Yeoh est quand même sur le poster derrière moi. Donc ça veut dire qu'elle va être au moins présente quelques épisodes. Donc du coup, c'est une parfaite transition pour passer directement au point Picard. Cette semaine, on a appris, notamment via une déclaration de Patrick Stewart, que ce serait une série feuilletonnante de 10 épisodes, puisqu'il parle d'un film de 10 heures. Ça veut simplement dire que c'est un feuilleton comme la plupart des standards de l'année, quoi, de 2019. Hein. On s'en doutait, hein, dire Discovery c'est un feuilleton, pourquoi Picard ne serait pas un feuilleton, quoi. Mais ça, simplement, peut-être que pour lui ça lui fait bizarre, parce que c'est vrai que dans la Next G c'était de l'anthologie. Donc pour lui c'est un vrai changement, donc peut-être qu'il regarde pas la télévision depuis 10 ans et puis il a pas remarqué que c'était devenu le standard. Mais quelque part, bon, moi je trouve que oui, pourquoi pas, après tout, de toute façon. On a aussi la confirmation que effectivement le personnage de Picard en aura définitivement terminé avec Starfleet. Donc comme je le disais dans les émissions précédentes, on sait déjà qu'il était plus du tout dans Starfleet puisqu'il était devenu ambassadeur. Donc ça va complètement dans cette voie-là, hein. Peut-être qu'il est devenu encore autre chose. Et donc peut-être on verra aussi d'autres personnes d'anciens de la série de la Next G. Jonathan Frakes, il avait déclaré que c'était pas prévu a priori, en tout cas à sa connaissance pour le moment, mais qu'il serait pas contre réaliser quelques épisodes, si j'avais bien compris. Ouais, moi, tu sais, on en a un petit peu parlé avant l'émission. Moi, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu dans les... déjà, soyons clairs, hein, je suis trop content de revoir Patrick Stewart
dans le rôle du capitaine Picard. Pour moi, capitaine Picard, j'ai beau dire que Star Trek c'est avant tout une série d'équipage, pour moi Picard c'est Dieu. Voilà. Si Star Trek avait un dieu, ça serait Picard, donc je suis trop content de le voir. Par contre, quand même, j'avoue que les prédéclarations m'inquiètent un petit peu, et bien que j'aime bien les nouveaux Star Wars, je serais quand même inquiet qu'ils nous fassent que Picard soit plus dans Starfleet. Après tout, maintenant c'est un vieux monsieur, donc ça serait assez naturel qu'il le soit pas. Surtout s'il a été ambassadeur, etc. Bon, why not? Mais par contre, je veux pas qu'ils aillent trop loin dans le délire. Je veux pas qu'on se rende compte que dégoûté par la guerre, il s'est retiré dans une île, il vit dans une grotte et il boit du lait bleu, si tu veux. J'espère quand même qu'ils vont maintenir un niveau de délire pas trop important quand même, que ça reste le Picard spirituel, qui aime la vie, qui aime les gens qu'on a connus dans Next Gen et même dans les films Next Gen, qui sont pas bons, mais Picard était pas si mal écrit dans les films Next Gen. Alors déjà, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs saisons, donc ça serait pas forcément une histoire de baroud d'honneur, hein, comme certains l'avaient évoqué, puisque Patrick Stewart évoque la possibilité de plusieurs saisons. Donc ils font d'abord la première, j'imagine, et puis ils verront bien après. Par rapport à ce que tu dis, oui, je suis plutôt d'accord avec toi, encore que j'ai jamais un bémol, parce que j'imagine que s'il se tape un délire un peu à la Luke Skywalker dans l'épisode 8 de Star Wars, ça sera peut-être que pour le début, que pour le premier épisode, et puis ensuite on retrouvera le Picard qu'on connaît. Mais aussi, ne pas oublier qu'à la fin de la série de la Next Gen, on avait déjà cet aperçu du futur qui était pile poil cette époque, si je me souviens bien. Vraiment l'année précise où va avoir lieu la série, quand Picard voyage dans le futur, il va 30 ans dans le futur, il se voit vieux, un vieux... Vigneron. Voilà, vieux vigneron, tout aigri, ouais. tout bougon. Donc du coup, tu vois, on a déjà un peu cette vision de Picard. Et la voir dans la série, du coup, ça serait pas du tout déconnant, ça raccrocherait complètement les wagons avec ce final-là, qui même... n'est pas le futur qui va exister, puisqu'il a été changé évidemment, mais bon, qu'on retrouve des petits trucs comme ça. Par exemple, imaginez qu'il a été marié avec Beverly Crusher puis divorcé. Bon, voilà, c'est le petit clin d'œil qui serait sympathique, quoi, tu vois. J'ai l'inquiétude qu'à force de vouloir se focusser sur Picard, ils se coupent un peu justement de tout le côté mythologique Star Trek et qu'ils oublient des références qui nous feraient plaisir à nous, à des races qu'on connaît déjà, à des guerres dont on a entendu parler, voire même à d'autres personnages. Je t'avouerai quand même que si toute la première saison passe et qu'on n'a vu aucun autre personnage de l'époque Next Gen ou Deep Space Nine ou Voyager, mais bon, surtout Next Gen, je vais être super déçu. C'est vrai, je t'avoue que moi c'est pareil, et que du coup, oui, effectivement, ça serait une très très bonne occasion de revoir l'amiral Janeway, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Moi honnêtement, je suis tellement content d'enfin retourner dans le futur, hein, c'est-à-dire post-Némésis, que franchement, n'importe quelle allusion, guest apparence ou quoi, de personnages qu'on connaît déjà, en les ayant vus vieillir et tout, je serais super content. Mais même des races, hein, moi tu sais, comme beaucoup de fans, le simple fait d'évoquer la guerre contre les Dominions, moi je suis content déjà. Tu te rappelles, dans Némésis, je crois qu'il y a une pauvre scène où il parle de la guerre des Dominions, mais ça me fait plaisir parce que tu te dis, je me suis pas tapé tout ça pour rien finalement. Ah, mais c'était la grande époque de l'univers partagé des années 90, quoi, où t'avais toujours deux séries à l'antenne, plus des films, donc forcément ils évoquaient des trucs, où t'avais Worf qui faisait des allers-retours, etc. C'est vrai que c'était vraiment fun, quoi. Ouais, moi j'adorais ça et c'est ce qui me manque aujourd'hui. Et putain, mais arrêtez de faire des préquels, les gars. Et franchement, hein, je suis pas, parmi les gens que tu vas interviewer, je suis sûr que je suis pas le plus anti-Discovery des gens que tu vas rencontrer. J'aime bien la série, j'ai pas de problème avec ça. Mais enfin voilà, moi je suis prêt, enfin je suis content de voir du Star Trek de toute façon, donc ok. Mais arrêtez de, putain, mais voyez l'avenir, quoi. Même s'il faut aller 100 ans dans le futur, mais allez 100 ans dans le futur. Mais si vous voulez pas vous porter le bagage d'avoir à mettre des acteurs qu'on connaît et tout, faites un bond dans le temps, mais mais vers l'avant, pas vers l'arrière, si c'est possible, quoi. Là je pense que c'est mort, hein, puisque là avec la section 31, ça fera quand même. Et Discovery, ça fera quand même 2 séries qui se passent à la même époque. Donc en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, quoi, tu vois. Bon, après, t'as vu, les plans qu'ils sont hallucinants. Ils veulent avoir 2 séries à l'antenne tout le temps, etc., etc. Donc on va en bouffer du Star Trek de toute façon. Donc, et puis tant mieux à la limite. Mais voilà, quoi. Et puis c'est vrai que sur la série de Stewart, il y a aussi la writer room. Les auteurs sont, enfin c'est des bons, quoi. Ça donne, c'est vraiment encourageant, je trouve. Donc je suis quand même super optimiste pour cette série.
à ceci près que je leur demande juste garder du contact, penser aux fans et essayer quand même de nous faire plaisir sur des détails, des petits guests, des machins, pour nous rappeler que c'est le même Capitaine Picard qu'on a connu pendant presque 30 ans de pop culture. Peut-être qu'on le verra jouer de la flûte. Ouais, mais tu vois, mais un détail comme ça, moi je serais trop content, quoi, tu vois ce que je veux dire. On me dit sur le chat, les gens sont pas d'accord. On parle d'un deal Netflix avec la CBS qui ferait qu'ils recevraient toutes les séries à venir. Et quelqu'un d'autre qui dit non, le deal est fini, Netflix ne fait que diffuser. Donc je vais creuser cette question parce que c'est vrai que moi ça m'inquiète un peu. Hein. J'ai vraiment envie de voir Picard sur Netflix parce que c'est quand même confortable. À mon avis, Picard sera sur Netflix pour une raison bien simple qui est purement économique. On parle de séries qui coûtent des chiers de millions de dollars par épisode et pour l'instant CBS ne peut pas financer ça seulement avec les abonnements All Access vendus aux États-Unis. Faut savoir que quand Discovery a commencé à être diffusé sur CBS All Access et sur Netflix l'année dernière, la série était déjà entièrement rentable pour CBS juste du fait de l'argent que CBS a reçu de la part de Netflix. Et ça, c'est un truc qu'ils vont également en avoir besoin sur Picard. Par ailleurs, c'est beaucoup plus simple d'avoir un seul mec qui te fait un énorme chèque pour le monde entier que de devoir aller vendre ta série en France, au machin, au truc, au Maghreb, je sais pas où. Donc je pense que, vu que la série Picard sera sur CBS All Access, je pense qu'on a énormément de chances de la voir sur Netflix en Europe. Alors il y a Nicomat sur le chat qui me dit que le deal c'est pour diffuser justement et c'est un montant de 100 millions de dollars. Voilà, et donc 100 millions de dollars, ça veut dire que la série est déjà financée avant même d'être diffusée. T'imagines pour CBS le kiff que c'est de produire un truc, tu prends aucun risque, quoi. C'est déjà payé. Voilà, quoi. Il n'y a pas d'équivalent. Et vu que CBS n'a pas la force de Disney, ils vont pas lancer leur service CBS All Access dans le monde entier cette année ou l'année prochaine, et probablement jamais. Donc pour l'instant, ils ont besoin de Netflix autant que Netflix a besoin de CBS, même plus. Donc c'est une bonne synergie, on va dire. C'est une synergie indispensable. Si tu veux produire une série aussi chère sur un service d'abonnement aux États-Unis qui est à peine connu comme CBS All Access, parce que CBS All Access c'est pas Netflix en termes d'abonnés, hein, c'est Lilliputien à côté. Hein. Ils ont moins de 5 millions d'abonnés, je crois. C'est ça. Donc t'es obligé d'avoir un géant comme Netflix qui te fait le chèque derrière. Sinon la série elle sort pas des armoires. Hein. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup? Yes. Voilà, c'est mon vinyle Star Trek Discovery que m'a envoyé mon ami Nico qui a la chance de vivre et travailler à Hollywood, à Los Angeles. Et voilà, en fait, c'est le vinyle de Star Trek Discovery signé par tout le cast et les musiciens et Alex Kurtzman. Donc voilà, on reconnaît Doug Jones ici. Alors, j'ai pas réussi à déchiffrer toutes les signatures, mais c'est un authentique vinyle. Et d'ailleurs, le vinyle à l'intérieur que je vais pas sortir, mais il est absolument... Allez, je vais essayer de le sortir un tout petit peu si je peux. Il est absolument magnifique. Je vous le montre comme ça. Alors tu le vois pas là Guillaume, mais les couleurs c'est un espèce d'éclaté de couleurs violet. C'est absolument magnifique. Donc voilà, c'est un bel objet, très très bel objet. Bon bah écoute, sur ces bonnes paroles rassurantes, on va s'arrêter là. Donc moi je te souhaite une bonne soirée et puis merci d'être venu parler Star Trek avec moi. Bah non, merci Guillaume, c'était vraiment cool et j'espère qu'on se fera un débrief de fin de saison. On se retrouvera tous en fin de saison pour discuter. Allez, ciao. Longue vie et prospérité. Ciao, bye bye. Longue vie et prospérité.